Merci pour cette présentation que je trouve personnellement très claire. J'ai beaucoup de questions, enfin des débats d'échelle. Sans trop tarder, je vais passer la parole à l'un de vos Christophe Vergès. Merci. Donc, bonjour. Bonjour. Ça marche? Ouais. Okay. Mais donc, effectivement, je commence peut-être par dire quelques mots sur cette présentation très bien faite, très synthétique, avec un bon compromis entre quand même des aspects techniques qui sont dans lesquels on ne rentre pas complètement, donc ça permet de garder une fluidité pour les gens qui assistent à cette soutenance sans avoir lu le rapport. On comprend bien l'histoire que tu racontes du début à la fin, sans faire le tableau avec tout ce que tu as fait et détaillé qui était nécessaire dans le rapport. Mais aussi parce qu'il y a pas mal d'éléments nouveaux finalement par rapport au rapport. Déjà, on écoute des sons, ce qui est toujours intéressant. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait plusieurs éléments de réponse à des questions sous-jacentes dans les rapports des rapporteurs. Et puis, il y a plein d'éléments comme ça, comme sur la fin, le fait qu'il y aurait une mise à disposition de ce travail pour la communauté qui est forcément une nouvelle bienvenue. Alors donc après, sur le travail dans son ensemble, en fait, moi, je trouve que c'est typiquement une situation où au-delà du Yaka Faucon, c'est-à-dire que c'est une idée, finalement, ce sujet de thèse dont la pertinence paraît tellement évidente que il y a on peut imaginer plein de scènes autour de la machine à café où des gens se sont dit, ah bah oui, tiens, il faudrait introduire le musicien dans l'optimisation. Et en fait, ce qui est passionnant dans le travail, je trouve, c'est que on comprend bien pourquoi c'est resté au stade de Yaka Faucon. Petit à petit, toutes les difficultés et techniques et méthodologiques pour arriver à un travail et à une méthode en fait mise en place. Moi, je trouve que voilà, indéniablement, ça c'est le premier point fort, c'est-à-dire avoir réussi à proposer une méthode qui, je le redis, est quand même assez complète et complexe pour aborder ce problème qui se formule tellement simplement, en fait. Hein, tu l'as montré dans tes premiers transparents. En une ligne, tu es capable de dire ce que tu voudrais faire. On comprend tout de suite que c'est différent de ce qui existe actuellement dans l'état de l'art. Toute la thèse est là pour répondre, tiens, ça veut dire que pour faire ça, il faudrait faire ceci. Ah, mais oui, mais donc ça pose tel problème. Donc, indéniablement, ce travail, c'est déjà une réussite pour avoir réussi à une thèse, finalement, à passer de la bonne idée à une mise en pratique. Après, le deuxième point fort du travail, c'est aussi que un travail finalement où on s'engouffre dans cette voie de la méthode d'optimisation et où on ne regarde pas le point de vue du musicien. Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi à souligner comme une originalité, un point fort, c'est avoir en même temps une méthode numérique poussée et en même temps des tests perceptifs très sérieux sur ce sujet. Comme tu l'as bien expliqué, à la fin, c'est le musicien qui dit si un instrument est meilleur qu'un autre. Donc chapeau pour avoir vraiment mené de front ces deux. Et le troisième point fort, je trouve que finalement, à proposer une méthode que moi je trouve assez générale, c'est-à-dire qu'on a une méthode qui peut se transposer sur d'autres instruments oscillant sans problème. Je trouve qu'il y a très peu de points qui sont spécifiques au modèle étudié. Donc ça c'est aussi très, très appréciable. Alors donc, tout ça pour dire que pour moi,
le contrat est rempli, c'est-à-dire qu'il y a une problématique originale, il y a une vraie prise de risque originale qui ont été développées en allant chercher des compétences dans des domaines différents, très différents parfois, les uns des autres. Donc, de ce point de vue-là, le contrat est vraiment largement rempli. Je peux discuter après un peu plus en détail certains points particuliers dont nous allons y venir. Alors, bon, on peut peut-être commencer directement par justement des points un peu techniques sur l'équilibrage harmonique. Ouais. Une question sur le fait que ce soit limité à 6 harmoniques pour le calcul. Alors j'avais l'impression en lisant le rapport que tu avais vraiment envie de croire à cette méthode était sans problème numérique particulier. Je ne sais pas si tu as le rapport là, accessible. Oui, je vais le rendre accessible, sinon je ne vais pas m'en sortir. Attends, 2 secondes, je suis désolé. Plein. Enfin, non, mais non, c'est pas grave. Si, pas. Page 34, par exemple, pour ceux qui ont le rapport, que, en gros, je résume, mais que l'équilibrage harmonique, ce qui est bien par rapport aux méthodes d'intégration temporelle, c'est que, par exemple, on va directement aux solutions du système continu sans passer par, par les artefacts d'un schéma numérique, d'un schéma d'intégration. Ça, c'est un petit raccourci parce que ce à quoi tu accèdes, c'est aux solutions d'un système qui est la version projetée du système continu sur un sous-espace A. Et l'expérience montre que souvent, malheureusement, les solutions que tu obtiens, ce n'est pas les solutions tronquées H harmoniques des solutions du système continu, c'est des solutions qui vivent dans un espace différent. Et souvent, tu as des solutions, par exemple, qui n'existent que pour une valeur du nombre d'harmoniques fixe. Alors, asymptotiquement, il y a des théorèmes qui garantissent la convergence, mais justement, à h égale 6, on est probablement loin des propriétés asymptotiques de la méthode. Donc, première question, pourquoi h égale 6 ? J'ai pas vu d'explication, enfin, j'ai pas vu que c'était explicitement lié à une maîtrise du coût de calcul. Déjà, est-ce que tu peux répondre à ça ? Justement, je pense que si le coût de calcul serait beaucoup impacté en changeant ce nombre d'harmoniques, ça me paraît clair. Et c'est critique là, parce que en gros, étant donné que tu fais 400 simulations, si tu commences à avoir besoin d'un peu plus d'itérations pour obtenir la convergence, il faut multiplier ça. Par exemple, si tu as besoin de 6 itérations en plus pour la convergence, il faut multiplier ça 6 fois par le nombre de sons dont tu as besoin. Donc 6 fois 400, 20% de temps de convergence. Après, est-ce que c'est un gros problème ? Je pense qu'on peut le dépasser. À l'étudier. Je pense qu'en effet, quand tu m'as posé cette question-là dans ton rapport, j'ai tout de suite senti que c'était en effet une question très intéressante et qu'il fallait s'y atteler. Et ensuite, pour répondre à ta question, pourquoi 6 harmoniques ? Donc c'est venu, c'était dès l'entrée de la thèse finalement un des paramètres, c'est-à-dire je partais d'un article qui avait été écrit par Jean-François et Joël, qui sont là. Et ils avaient utilisé 6 harmoniques en énonçant cet argument-là, qui était de dire que au-dessus de ces harmoniques, on dépasse la partie du spectre où il y a une différence entre les trompettes, et donc ça n'allait pas influencer l'harmonique suivante, n'allait pas vraiment créer de différences perceptives entre les sons. Après, c'est vrai que ça aurait été bien de le vérifier, parce qu'en effet, vu que c'est un système non linéaire, peut-être que les harmoniques suivants vont avoir une grosse influence sur les harmoniques précédentes. Il faudrait le faire. Et c'est un point... On y repense plus tard quand tu dis que certaines études perceptives montrent qu'il y a des difficultés du modèle à atteindre sont distinguées facilement par les auditeurs. Donc, effectivement, tu suggères d'autres pistes pour expliquer ça, mais peut-être que l'harmonique aussi contribuerait. Et notamment, il y a ce point où, quand on compare des sons enregistrés resynthétisés, on est sur plus du double d'harmonique. Donc, ça peut être
piste à étudier. Oui, alors en le disant, enfin, je me rends compte qu'effectivement, c'est aussi de fonction dans le métamodèle. Augmenter HH, c'est quoi pour toi? Le nom harmonique. Le nom harmonique, ok. Pas dans le métamodèle, dans l'équilibrage harmonique même. C'est non, mais pour la phase d'initialisation, le psy. Ah oui, t'as raison, j'y avais pas. Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc, ouais. Il y aurait ça. Est-ce que ce sera un problème? Je pense pas que ce sera un problème, honnêtement. Parce que là, la création d'un métamodèle, on parle de 2 minutes. C'est un truc que tu fais en l'optimisation. Allez, il dure 5 minutes. Mais oui, en effet, ce serait aussi un autre paramètre. Et je dirais que la difficulté, ce serait plutôt de définir. Parce que c'est toujours pareil, quand tu veux définir un modèle par rapport aux amplitudes, il faut savoir quel type de modèle tu vas choisir. Beaucoup de difficultés parce qu'il va falloir faire toutes les validations croisées pour autant d'harmoniques que tu viens de créer. Donc, J'avais une question d'ailleurs liée à ces aspects sur l'implémentation. On ne se rend pas forcément compte de travail que tu as vraiment des briques élémentaires que tu as pu récupérer, par exemple au niveau de l'optimisation. Peut-être en t'aidant de ce que tu comptes te mettre sur GitHub, tu peux nous dire ce que ça a représenté en termes de travail ça va. J'ai une métrique, hein. J'ai codé environ 26 000 lignes de code. Voilà. Donc, c'est un, je sais pas, en termes de programme, ça correspondrait à quel programme? C'est difficile à dire, hein, parce que je suis pas un informaticien, mais en gros, ouais, il y a des choses. En fait, oui, c'est ça. Ce qui fait un peu mal au cœur dans cette présentation, évidemment, pour moi, c'est ce slide-là. Alors, le slide sûrement 25, un truc comme ça. Y arrivé, je suis désolé. Allez. Voilà, c'est ce slide-là où j'ai dit que je fais un pré-traitement et que c'est tellement technique. Et ça, c'est méthodologiquement, il y a un an de réflexion sur comment bien faire, parce que entre le pré-traitement initial et ce que je fais maintenant, c'est énorme. Je pourrais raconter une histoire, je pourrais écrire une thèse sur ça. En fait. Donc c'est pas intéressant. Et chacune de ces étapes maintenant différent du traitement du signal généralement. Ceux qui ont eu la thèse, je pense qu'ils ont eu un aperçu. Oui, on comprend que tu sois frustré. Moi, j'avais pris mon vol à 19h ce soir, donc je m'attendais, je pense, qu'il dépasse largement des coups, mais... Désolé. Donc, alors ensuite... oui, alors pour rester sur les transparents, là, le 31, quand tu nous as montré un élément nouveau aussi par rapport à la comparaison avec une fonction de coût obtenue par des informations uniquement sur l'impédance, est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire que finalement le minima global de la fonction de coût, il est vraiment, enfin, vu d'ici au même endroit, même si la fonction n'a pas la même forme? Alors il faut savoir que je suis d'accord avec toi, mais il faut reprendre tout le problème dans son contexte, même un peu plus élevé. Le domaine de variation, c'est 1,5 mm. Ouais. Oui, c'est ça, c'est 1,5 mm. Donc de toute façon, à la base, ça va être faible. Après, nous, on travaille sur des distinctions fines. Donc un dixième de millimètre, pour nous, c'est déjà quelque chose qu'un facteur serait capable de faire, je pense. Et certes, l'optimum, comme tu as dit, il est assez proche. Pose question tout de même, c'est cette différence de forme qui est assez importante, je pense. On va passer des résultats qui sont assez neufs à réfléchir. Ça laisse beaucoup de questions. Il faudrait étudier un peu ce qui se passe là, par exemple. Alors, voilà. Tu as dit page 71 du rapport. Je comprends en tout cas que du métamodèle était spécifique. C'est quand oui, c'est l'étape 5, c'est ça? Ok. Et alors, est-ce que tu peux développer là-dessus? Parce que pour moi, c'était...
Alors, l'idée d'un métamodèle, en tout cas, était assez générique. en fait, le métamodèle, finalement, ce que je présente, là aussi, j'ai bien, oui. C'est la courbe qui est là. Là, j'ai pas dit, mais il y a un type de métamodèle qui est sous-jacent ici. C'est que là, j'ai fait une réponse polynomiale, en fait. C'est un polynôme d'ordre 3. Mais ça, c'est un choix complètement arbitraire au début. Mais non, on peut faire des validations croisées pour savoir quel est le meilleur choix. Mais il va falloir choisir ce métamodèle de toute façon. Et, Ah oui, d'accord. Oui, donc le type de métamodèle. quand tu as un type de métamodèle, c'est un des paramètres. C'est ça, voilà. Donc, et tu essaies d'avoir un polynôme, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a peut-être des moments où ton polynôme il va complètement partir dans les airs, alors que c'est pas le cas de ton modèle. Donc tu vas peut-être avoir quelque chose de plutôt brighossien, un petit peu kriging, krigage, qui va plutôt t'intéresser dans ce cas-là. Voilà, je pourrais en dire un peu plus. Enfin, je pense que ça répond à la question. Ouais, d'accord. Après, oui, alors, c'était je crois que c'est une question qui est abordée dans la conclusion. Finalement, tu t'expliques dans le rapport qu'il te faut des milliers de simulations avec livrage harmonique pour la phase de pré-traitement, pour déterminer un bon espace de conception. Et donc, on se dit, est-ce que finalement, toute cette information-là, elle ne pourrait pas être utilisée en faisant un métamodèle pour concevoir l'optimisation de manière un peu différente? Ouais. Quand tu m'as dit ça, ça m'a assez impressionné parce que moi, c'est les gens de McGill qui m'avaient conseillé de faire ça à un certain moment. Quand ils ont vu notre problème, ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas vraiment une boîte noire. La boîte noire, c'est vraiment, je donne une perce et un musicien et à la fin, j'ai un son. J'ai une fonction objectif, son entre les deux. Et le fait d'avoir le son entre les deux, en fait, on pourrait dire plutôt, modélisons le son, ce que je fais d'ailleurs dans la thèse. Et à partir de ce modèle de son, eh bien, je vais calculer une fonction objectif. Je vais optimiser comme ça, de cette manière-là. Donc finalement, être un peu plus en amont de la boîte noire, ce qui s'appellerait la boîte crise. Je pense que le terme n'est pas tout à fait consacré, mais en tout cas, je l'ai lu suffisamment de fois pour penser que tout le monde dit ça. Et oui, donc ça, je l'ai essayé. C'est pas écrit dans la thèse, et ça augmente les performances énormément. Au lieu de 100 itérations, j'ai les mêmes résultats en 10 itérations. Voilà, mais à vérifier sur d'autres cas de figure et tout ça. Le second problème de ce travail, c'est que quand j'ai un résultat, je peux pas tout de suite dire ça marche. Il faut que j'essaie plein de trucs. C'est robuste, en fait. D'accord. D'où les réserves, la prudence, en tout cas. Moi, il faut être prudent sur ça. D'accord. Oui. Alors après, donc finalement, l'approche, c'est assez, c'est très séduisant. Et puis, on donne plus de poids on donne beaucoup de poids à ce que dit le modèle. Le modèle de production du son par rapport à des optimisations plus classiques où il n'y a que l'impédance, donc il n'y a pas de modèle de lèvres, de débit, etc. Donc, est-ce qu'à un moment, ça ne fait pas un petit peu peur aussi de se dire, tiens, ils sont liés à la capacité du modèle à prédire des choses qui vont dans le bon sens. Comment on fait pour se sortir de ce dilemme? C'est-à-dire, on a à la fois envie d'injecter plus de connaissances physiques dans l'optimisation, donc c'est ce que tu fais, et à la fois, comment on peut faire pour la pertinence des résultats? Je pense que ta question, elle est beaucoup liée à la psychoacoustique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire des expériences perceptives pour savoir si le modèle, justement, va dans le bon sens, arrive à définir des qualités que les musiciens retranscrivent. Et d'ailleurs, en étudiant le modèle de cette manière-là, peut-être que tu vas réussir à développer des conclusions quant à des descripteurs timbraux plus intéressants, par exemple, dans la thèse. Donc je pense que ça, c'est ce qui va apporter. Et parce que pour moi, ça va au-delà de ce que des expériences comme tu as réalisées peuvent. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça passe par la fabrication pour voir justement si les pertes optimales suggérées par le modèle correspondent dans la vraie vie à quelque chose qui va bien dans le sens annoncé par le modèle. Ouais. Et là, faire des tests effectivement perceptifs, mais réels. Ouais. Ah oui, c'est sûr, il y a cette dimension-là de fabriquer l'objet à la fin.
Est-ce que ça, c'est une chose, par exemple, je sais pas si tu avais 6 mois ou un an de plus, est-ce que c'est un truc que je ferais? important à faire ou pas après Non, c'est très clairement important. C'est juste que si tu me donnes 6 mois, 1 an, je pense qu'en rapport qualité-prix, j'ai des meilleures choses à faire. En effet, quoi. Parce que si je commence à faire de la fabrication additive, parce que c'est un peu de ça dont on parle. Ouais. Parce que sinon, il faudrait que je contacte Yamaha, tout ça, donc en 6 mois, 1 an, c'est Non, difficile. Mais en fabrication additive, ouais, il faudrait que je développe des savoir-faire, que j'implémente et tout ça. On a essayé de le faire avec Jean-François cette année d'ailleurs, en cours, parce que je donnais des cours toute cette année. Et on s'est rendu compte que bon, on peut faire des erreurs de conception. Des fois, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte qu'elle était un peu tordue au final. Est-ce que c'est bref. Et en rapport qualité-prix, les choses que je ferais directement, la boîte grise, la rendre robuste, parce que ça vraiment, je pense que, enfin l'impact, en termes pour la communauté de l'optimisation, c'est assez fort, je pense. De dire que je passe de 100 itérations à 10 itérations pour le même résultat, c'est une amélioration de combien de pourcents? 900%? Je sais pas, c'est quand même pas mal. Donc ça, qu'est-ce que je ferais aussi? En fait, je pense que tu l'avais vu pour les rapporteurs, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser à toutes les méthodes de simulation. Et je me suis rendu compte que on pouvait faire des simulations temporelles assez rapidement en utilisant un mix entre Philippe Guillemin et un peu ce que tu fais toi avec les modales et tout ça. Et donc j'aimerais bien aussi passer un peu de temps là-dessus, réussir à faire des simulations rapidement de sons de trompette. Et simulation temporelle, pardon, excusez-moi. Je parle de simulation temporelle. Voilà. Et utiliser des critères temporels, voir s'ils ont un impact. Donc continuer à travailler un peu sur l'aspect critères des fonctions J, essayer de voir s'il n'y a pas des fonctions J un peu plus intéressantes, tout ça. Je trouve que on peut creuser là et peut-être tout de suite avoir des résultats très intéressants en utilisant le même concept. Voilà, ce serait le deuxième axe que je ferais vraiment rapidement. Voilà, je ne vais pas continuer. Peut-être une dernière question pour déborder. Oui, alors, donc, tu dis que finalement, cette approche-là, elle est limitée, limitée à une dizaine de variables à optimiser. Selon toi, c'est un point de coût de calcul au sens où, à l'heure actuelle, voilà, c'est un facteur limitant, mais dans les années à venir, ça peut se débloquer, ou bien, donc dans la perspective d'optimiser peut-être un instrument complet, ou bien est-ce qu'on sait, tu parles du flux de la dimensionnalité, est-ce qu'on sait que ce type d'approche est limité à un nombre réduit de variables, ce qui, d'ailleurs, c'est pas une critique de la méthode, hein, ça peut être une super méthode pour une question locale ou des choses comme ça. Moi, vraiment, c'est une question sur la méthode, l'approche. Ouais. Est-ce qu'on peut envisager ça à grand nombre de libertés? Alors ça, dans un comité d'optimisation, je pense que c'est à peu près pareil, qui est de dire que les algorithmes de recherche directe, donc recherche directe, c'est vraiment un point et tu te déplaces autour. Dans une dimension, la probabilité que ça fonctionne, elle devient de plus en plus faible en fait. Et tu vas avoir surtout besoin de plus en plus de points pour garder des probabilités de convergence qui soient équivalentes. Et ça va à l'encontre de ce que j'ai présenté, à savoir sporadique, donc avoir peu d'évaluation. Donc si tu fais une recherche directe à une dimension de plus en plus élevée, il va falloir de plus en plus de points. Ça, c'est le premier. Je pense que ça pourrait continuer à marcher si tu donnes plus d'importance. Donc typiquement, tu commences par une exploration. Tu vas te créer un modèle qui ne sera pas non plus complètement stupide si ton système est suffisamment physique. Tu vas t'intéresser à des zones, tu vas essayer d'arrêter ton exploration et passer à de l'exploitation. Donc là, tu peux peut-être, avec la recherche directe, c'est max, aller plus rapidement. Mais ça, c'est des thématiques très liées à l'optimisation. Et moi, j'étais plutôt en facture instrumentale. Donc, c'est plutôt. Moi, je peux donner ces pistes-là aux gens de ma guilde et eux, ils peuvent essayer de les continuer, de les perpétuer. Et dans ce qu'ils publient en ce moment, j'ai pas eu l'impression que c'était leur premier problème. Donc, merci pour ces réponses. Puis je termine en disant que je pense que c'est vraiment un travail qui sera marquant et ça me paraît difficile aujourd'hui d'entreprendre un travail de recherche en optimisation sans faire une lecture approfondie de ton travail. Merci. Question maintenant. Je ne sais pas si il faut retarder la parole à M. Le Carreau aujourd'hui.
Merci, monsieur le président. Je souscris tout à fait ce qu'a dit Christophe, notamment sur la présentation, que j'ai trouvé très claire, didactique et pédagogique. C'est vrai que tu as mis sous tapis pas mal d'éléments qui se trouvent dans le rapport, ce qui aide pour les gens qui n'ont pas lu le rapport à bien suivre ton propos. Même pour ceux qui ont lu ton rapport, j'étais assez content d'avoir une vue assez synthétique. Parce que, c'est dense. Sur certains aspects, c'est assez dense et il faut qu'on a plusieurs fois pour bien comprendre tous les aspects. Et cette vision synthétique montre un certain recul aussi sur ton sujet. Je pense que ça, c'est assez appréciable. Donc, quand on a les dans le guidon, on comprend tout à fait, axé sur des problèmes techniques, et ainsi de suite, mais prendre un peu de recul, notamment pour la soutenance, tout ça. Ce qui est intéressant dans ton travail, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Christophe, c'est que j'ai l'impression que tu as des résultats qui n'étaient pas forcément prévus. Prévus au sens où ça paraît des résultats annexes, mais qui, pour moi, semblent des résultats qui peuvent aller au-delà de ta problématique sur l'optimisation. Par exemple, sur les jeux, tu as dit, notamment que tu as fait apprendre la trompette à un ordinateur. Ça, c'est intéressant, parce que pour apprendre un instrument de musique, il faut un certain nombre de... Tu as condensé le temps, et au final, tu obtiens des jeux de paramètres d'un musicien. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on peut discuter beaucoup sur ces graphiques-là. Notamment, c'est une des perspectives que tu proposes, c'est d'optimiser plus le jeu d'instrument. Tu fixes la perce et on optimise le jeu d'instrument. Et comment ce jeu, son possible finalement, évolue en fonction de la perce. Ça peut être aussi une problématique assez intéressante, puisque là, la problématique de contrôle de l'instrumentiste est vraiment montrée. Ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi, quand on commence l'instrument, on commence à un certain régime. C'est là où on a la plus grande zone. Et quand, évidemment, quand on juge un instrumentiste, on s'intéresse beaucoup lorsqu'il va dans des régimes les plus élevés, c'est les régimes les plus difficiles à atteindre. Alors, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas plus facile d'avoir certains régimes, je parle des régimes les plus élevés, en fonction d'un certain type de perce. Et d'ailleurs, au niveau de l'embouchure, oui, c'est intéressant. On ne va pas parler des paramètres mais plusieurs types d'embouchures. En tant qu'instrumentiste, il y en a une pléthore. Je n'ai jamais trop su comment je choisissais son embouchure. J'ai plusieurs qui font celle-là, et voilà. Une réflexion à avoir sur c'est vrai. Par exemple, en fonction des régimes, on peut atteindre et du type de musique. C'est vrai. C'est intéressant. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a des résultats qui paraissaient peut-être annexes ou pas l'objectif premier de la thèse, qui sont assez intéressants. Il y a un résultat que j'ai aussi mentionné dans mon rapport. Je trouve qu'il y a un autre résultat intéressant, et je pense quelque part, c'est peut-être un point où j'ai un peu plus axé, c'est sur les seuils de différenciation. C'est-à-dire que, là, du fait qu'il y avait un environnement différent et ainsi de suite, on arrive à avoir des informations sur un seuil perceptible de différence, non pas sur un son pur, mais sur un son complexe, composé de plusieurs harmoniques. Évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais ça donne des ordres de grandeur de seuil qui peut peut-être servir pour d'autres instruments, en tout cas au niveau méthodologique. Un autre résultat aussi annexe qui me semble assez intéressant et exploitable aussi en dehors complètement même de la trompette et autres, c'est l'expertise des sujets. Clairement que dans les résultats, tu l'as remontré là, tu l'as bien mis en valeur, que en fonction de l'expertise, on n'a pas tous les mêmes résultats, ce qui est normal, et voilà, on acquiert un certain nombre d'expertises. Alors, je suis un peu déçu que tu aies marqué le nombre de femmes et d'hommes, parce que pour moi, ça, c'est pas une expertise, donc ça ne peut pas modifier a priori les résultats. Par contre, de préciser le statut des personnes. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un peu obligatoire, en fait. Ouais, mais D'accord.
C'est obligatoire, pas tant que ça en fait. D'accord. C'est parce que tu l'as vu sur une publication qui elle-même l'avait vu. Ça doit être ça, ouais. Donc, non, par contre, l'âge des personnes peut être intéressant, puisque Oui. Si des non-musiciens sont tous des gens qui ont été chercher dans une maison de retraite, forcément, Oui. l'ego voilà, est un peu différent. Et ça, c'est vrai que tout ce qui est contexte écologique d'une expérience perceptive, c'est tellement important, mais c'est tellement difficile à saisir dans son entièreté, dans son intégralité. Exactement. Et c'est là un tout petit point faible de ton manuscrit, c'est qu'on a très peu d'informations sur le contexte dans lequel les tests sont déroulés, ce qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans quelles conditions psychologiques étaient les gens pour pouvoir passer le test? Ils étaient forcés de les faire ou pas? Par exemple, est-ce qu'ils étaient payés ou pas? C'est des choses d'un contexte qui sont extrêmement importantes et qui peuvent évoluer, faire évoluer certains résultats. En tout cas, sur non-musiciens et musiciens, on voit un niveau d'expertise qui semble différent. Un graphique est extrêmement intéressant dans ton annexe qui montre aussi la baisse d'attention des non-musiciens. Là, se pose la question aussi de est-ce que, enfin voilà, ils en avaient ras-le-bol, donc ils cliquaient n'importe comment, enfin voilà. Enfin, voilà. Il faut remettre un peu tout ça dans son contexte, mais quelque part derrière tout ça, il y a des choses assez intéressantes à aller chercher. D'accord. Voilà, donc j'ai donné un peu 3 résultats qui ne sont pas liés vraiment à l'objectif de la thèse, mais qui sont des résultats annexes qui me semblent aussi importants et aussi intéressants. Et donc ça met un petit peu en lumière tout l'ensemble des résultats qui ont été obtenus dans cette thèse. Sur le contexte général, je pourrais aussi dire que tu as travaillé sur, on va dire, 2 grands domaines, on va dire la conception mécanique et l'acoustique. Ces 2 domaines, finalement, se rejoignent autour d'une problématique, mais tu as pu aussi montrer au travers de publications que tu étais capable de, chacune des communautés, des éléments importants et intéressants pour cette communauté, ce qui est tout le temps difficile dans un travail. Donc, je tiens à te féliciter sur cet aspect. Alors, je vais maintenant un peu. Alors, on va dire que mes questions doivent être du général ou un peu plus techniques. Alors, la première question, c'est que tu développes à un moment dans l'intro. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se trouve à ce moment-là. C'est quand tu définis la problématique, tu dis que ce que tu fais peut être appliqué aux instruments avant et à cordes. C'est le seul endroit où tu le mets, et à cordes. Bon, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, je ne sais pas, pourquoi tu as mis et à cordes? Qu'est-ce que tu avais derrière la tête? Et comment un petit peu tu vois les choses si on avait fait ça, un instrument à cordes? Je ne connais pas bien les modèles physiques des instruments à cordes, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des instruments contrôlés en pression, on est dans le contexte de l'auto-oscillation, et il y a les instruments contrôlés en pression et ceux contrôlés en vitesse. C'est ça que je sais que c'est des familles d'instruments qui sont très proches, malgré le fait que visuellement, entre un violon et une trompette. Donc c'est pour ça que je sais qu'on peut sûrement développer des modèles qui, si on arrive à les simuler, être appliqués avec cette méthodologie. Et quels critères tu verrais comme critères objectifs sur l'instrument à cordes, par exemple? Alors, en prenant le violon, par exemple. Ah oui, parce que du coup, la justesse n'a plus de sens. Ah ouais, là, il faut réfléchir. Alors, en fait, ça, c'est que selon les communautés, il y a des caractères différents. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la trompette, la brillance du son, ça a une importance. Vraiment, c'est quelque chose qu'on va retrouver, les genres de trompettes. Ouais, voilà, ils en parlent souvent. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai fait écouter tout à l'heure. Bien, par exemple, les joueurs de la fanfare, je vais y arriver, ça les intéresse beaucoup d'avoir les instruments qui sont très clinquants, qui vont vraiment exploser. C'est un peu le mot qu'on peut retrouver des fois dans leurs paroles. Aussi, je voyais Jean-François quand on parlait des critères, assez rapidement, il y avait le CGS et la brillance qui revenaient. Voilà. Donc ça, j'ai bien compris que c'était quelque chose d'important. Et d'un autre côté, quand je lis Claudia Fritz et ce qu'elle a fait avec les violons, on voit que c'est des critères complètement différents. On parle de projection du son. Elle fait des écoutes dans des salles de concert, de violons anciens, de violons nouveaux. Donc il y a ce paramètre-là qui apparemment existe. Il faudrait s'intéresser, je pense, ça par contre, ça dépend en effet. Toute la difficulté, c'est la fonction cible. C'est-à-dire que c'est intéressant ta remarque là, tu dis, en gros, j'ai récupéré un critère qu'on m'avait donné et j'ai appliqué ce critère. En fait, la difficulté dans ce type de choses, pour parler des expériences de Claudia Fritz,
la projection n'est pas sortie comme ça du chapeau. C'est-à-dire que c'est Oui, j'imagine. des interprétations et ainsi de suite. Donc c'est aussi cette idée-là où trouver une fonction cible, notamment une notion de qualité, est extrêmement complexe dans ce genre de contexte. Dans ce contexte, par exemple, sur d'autres instruments, par la guitare électrique, le critère objectif le plus clair pour la qualité, ça va être le prix de l'instrument, quasiment. Oui, ça. Les gens regardent l'étiquette vont dire ah, ça c'est un très bon instrument. Donc voilà, c'est ça la fonction objectif, c'est extrêmement complexe. Ouais, c'est très difficile. Et c'est ça, c'est une difficulté. En cause son travail, c'est juste que pour cette fonction objectif, voilà, il y a des cas où c'est extrêmement complexe. Deuxième question un peu générale comme ça va être, à la lecture de ton document, je me suis posé la question, mais pourquoi la trompette? Eh bien, c'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à tous les instruments possibles et imaginables? Quelle problématique en termes de facture instrumentale la trompette a qui serait nécessaire d'optimiser? Ah bah après, nécessaire d'optimiser. Est-ce qu'il y a une problématique? Honnêtement, c'est un peu une problématique connue. C'est assez général. Est-ce qu'il y a une problématique connue qui mériterait qu'on s'attache pendant 3 ans à définir une méthode pour optimiser? Je pense que Christophe l'a dit juste avant. Non, je ne sais plus en fait. Mais quelqu'un a dit il y a un pléthore d'embouchures. Donc déjà, c'est toi, excuse-moi, vraiment désolé. Eh bien, déjà, comment choisir ces embouchures-là? Ça, c'est dans les simulations, ça a une telle influence l'embouchure. Il suffit de bouger un pauvre paramètre de 0,1 mm et ça y est, ça change complètement la façon dont ça va, ne serait-ce que converger, et puis même les sons qu'on va produire, ils sont très différents. Donc moi, je le ressens de toute façon. Et puis la raison pour, à mon avis, si l'embouchure n'est pas montée directement sur l'instrument, ça veut aussi dire que c'est une pièce qui est musicien. Donc l'embouchure. Et pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi la trompette? Je me place dans le contexte que m'offrent Joël et Jean-François, à savoir tout ce qui est instrument de la famille des cuivres. Et évidemment, pour commencer le travail, il me fallait une base, à savoir l'équilibrage harmonique, le modèle physique, toute l'expertise, tout ça, le lobe. Donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé par la trompette. Ouais. Est-ce que vous avez mesuré, par exemple, plusieurs trompettes de plusieurs fabricants? Ça aurait été intéressant justement pour définir cette problématique en disant si on regarde tel fabricant, il y a une variabilité sur qui est importante. Est-ce que c'est lié à une expertise? Est-ce que c'est juste qu'il y a des problèmes de fabrication, ainsi de suite? Qui aurait permis aussi de cibler, parce que là, tu as fait la branche d'embouchure. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on sait qu'elle a une influence, ça c'est majeur, qu'elle est réglée à part par les facteurs d'instruments. On sait ça? Je pense pas dire de bêtises quand je dis ça. Oui. Je sais pas. Et donc c'est une pièce qui a une influence assez grande, et à tel point que Jean-François et Joël, ils ont construit des branches d'embouchure paramétrables, donc en 4 pièces ou 5 pièces. Et ils peuvent régler au 5 dixièmes, 0,05 mm, je pense, le rayon interne de la branche d'embouchure. Donc on a développé des outils, des possibilités de faire varier ces paramètres-là. C'est le travail d'Émilie Poisson, notamment en 2006, qui travaille sur ça. Et donc, tu n'as pas du tout exploité les outils qui étaient à disposition pour pouvoir faire des mesures, simuler, simuler de manière physique ce que tu avais obtenu de manière numérique. Alors, mon travail, il part d'une étude perceptive, justement, par rapport à ces trompettes-là. C'était peut-être un peu trop faible, et donc ça ne fonctionnait pas forcément très bien. Donc on en avait conscience. D'un autre côté, c'est un travail quand même assez méthodologique que j'ai fait, où il fallait que je développe tout un processus d'optimisation. Et honnêtement, durant ces 3 ans, entre la psychohack et les méthodes d'optimisation, je ne pense pas que j'aurais eu le temps de faire ça. Ce que je pense à la sortie de cette thèse, c'est que ça, c'est très intéressant. Étudier les variables intéressantes et les fonctions objectifs. INSEE, c'est-à-dire sans parler d'optimisation, vraiment savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. Ça, c'est vraiment un travail qui devrait être... vous devriez lancer un sujet de thèse là-dessus, c'est sûr. Et la notion d'instrument simplifié, est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué? C'est-à-dire ne pas partir sur une trompette, mais de partir sur un qui peut être aussi un gros comique, peu importe. Oui, tout à fait.
l'arrosage, par exemple, qui serait plus facilement paramétrable. Alors en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que certes, j'apprends à l'ordinateur à jouer de la trompette, mais avant d'apprendre à l'ordinateur à jouer de la trompette, je dois moi-même apprendre à jouer de la trompette. Et donc, ça dépend beaucoup de l'instrument. Et il y a peut-être 2-3 semaines de simulation à la main, où on essaye de faire parler un peu le modèle. Et quand j'ai essayé de faire parler le tube cylindroconique, donc un cylindre puis un cône, et on décide en fait à quel moment on va mettre un cylindre, à quel moment pas que je l'observais sur l'impédance. C'est une difficulté qui était uniquement liée, enfin j'aurais pu y arriver je pense au bout de peut-être 2-3 semaines d'études, mais bon quand on a déjà la trompette qui fonctionne et tout ça, et qu'on a besoin de faire, il y a d'autres étapes qui sont importantes, j'ai pas dépensé plus de ressources, et j'ai décidé d'abandonner les instruments simplifiés. De simulation, tout simplement. Ok. Alors, je vais passer dans les questions un peu plus. Je me suis posé pas mal de questions, vous avez aussi dans mon rapport, sur la notion de convergence dans les résultats. Sur les phases d'itération, c'est ça? Voilà, sur les phases d'itération, des fois on a le droit à 10 itérations, 20, après 100. 10. Ouais, après je me suis peut-être mélangé dedans. Mais j'ai l'impression. C'est clair, mais peut-être que. Ça ne devait pas être. Comment tu décidais à partir de quand une solution était optimale? Et est-ce que c'était uniquement lié sur un critère de nombre d'itérations, ou nombre de temps de calcul, ou nombre de calcul, ou est-ce qu'il y avait un critère plus optimum, justement, pour limiter peut-être les temps de calcul? Donc là, non, le critère d'arrêt, c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure, c'est 100 itérations. Donc quand on lance l'optimisation, on s'autorise, pardon, pas 100 itérations, 100 évaluations de la fonction objective. Voilà. Et au bout de ces 100 évaluations, on arrête et on observe les résultats. Et c'est les courbes de convergence qui nous ont montré que on avait l'air de converger vers un optimum. Mais ta courbe de convergence s'arrête à 100. Il n'y a rien d'autre après. Parce qu'il y a rien d'autre. On a fait le critère d'arrêt, c'est 100 évaluations. On aurait pu le faire sur un cas de figure, 1000, admettons, et ouais. voir si la fonction est en En fait, tu ne sais pas si ta fonction elle converge vers une valeur ou si elle explose après. Ah non, parce qu'en fait, c'est une fonction qui prend toujours les meilleures valeurs. À un moment, elle sera plate. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'optimisation où, voilà, à l'itération K+1, tu n'acceptes une solution que si elle te donne le meilleur résultat. Décroissante, monotonement décroissante. Après, oui, on a fait 100 parce que sur nos premiers essais, on a vu que ça optimisait suffisamment. Après, la question, quand même, tu touches une question qui est importante d'une optimisation, qui est est-ce qu'on cherche l'optimum ou est-ce qu'on cherche un meilleur résultat? Et ça, en conception, c'est fondamental. La plupart du temps, on cherche juste un meilleur résultat. Si on a l'optimum, tant mieux. Mais là, en l'occurrence, on n'a aucune notion sur la fonction objectif. Voilà. Et donc, par conséquent, on ne peut pas savoir vraiment si on a la minimum global. Donc là, en cas 2D, on a vu que oui, mais cas 5D, t'es déjà perdu en fait. Tu peux pas l'observer, ça va être compliqué à trouver. Ouais. Après, ça peut être si vous avez des résultats sur des tests perceptifs qui disent en dessous d'un certain seuil, de toute manière, on n'entend pas les différences. Ouais. Ça peut être un critère d'arrêt. Ça peut être aussi, de toute manière, on ne peut pas fabriquer de perce avec des variations de 0,00001 micromètre par exemple. Donc, de toute manière, ça ne sert à rien d'aller optimiser. Il y a ça. Mais là, je pensais même à. Supposons que tu es en dimension 2, mais que ce soit très large et que tu as des minimums locaux, en fait. Et si tu n'as aucune notion sur les propriétés de ta fonction objectif, tu ne sauras jamais s'il y a un minimum que tu as trouvé et un minimum local, un minimum endroit de l'espace, tu vas beaucoup plus bas. Voilà. Alors, je me suis posé des questions sur le critère de facilité de jeu. Là. Ouais. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'on aurait pu peut-être imaginer un critère sur le son. Pas envisageable d'avoir un critère sur le son. Il est basé sur le son, non? C'est la norme des amplitudes du son produit. Attends, je repasse dessus. L'amplitude du son produit sur l'amplitude. Il est là. C'est ça, ouais. Ça, PK, c'est les amplitudes du son produit. En fait, ouais. Mais derrière tout ça, en fait, ma question, c'était sur si vous simulez de manière temporelle un critère qui pourrait sortir. Tout à fait. C'est-à-dire un temps d'attaque ou des choses comme ça qui seraient peut-être plus
musicalement Plus pertinent. plus pertinent. Celui-là, il est assez pertinent dans le sens où... si tu souffles très fort et que tu fais un son pas fort, c'est ça en fait. Tu n'es pas considéré, enfin c'est un son mauvais en tant que musicien. Il faut que les bons musiciens, souvent, ils ont un très bon rendement en soufflant un tout petit peu, ils arrivent à faire un son. Voilà. Donc ce critère, je pense qu'il est quand même assez bon. Mais en effet, c'est un critère qui permet de trouver des masques musiciens. Ça permet de distinguer les musiciens. Si tu me donnes un autre critère qui permet de distinguer les musiciens, je le prends. Alors d'ailleurs, s'il y a des différences, parce que ça aussi, ça serait intéressant. Mais avec des sons en régime permanent, et comme tu l'as dit, en temporel, c'est différent, on n'a pas imaginé d'autres descripteurs que ça. Ouais, notamment en temporel, un des critères aussi de l'ajustement du masque, c'est la justesse. Il est un instrumentiste débutant, il a du mal à attaquer la note correctement. Ah oui, tu as de la justesse en temporel, c'est ça? Ouais, la capacité à garder une fréquence. L'attaque, c'est là où on sent tout de suite l'expertise de la personne, être capable de... Oui, en effet. Justement, sur la pression buccale, tu marques un endroit dans le rapport, page 114, que tu utilises sont bien supérieures à celles mesurées sur des musiciens pour obtenir l'auto-oscillation. En fait. 114 t'es pas réaliste, en fait. C'est ce que tu indiques. Je vais me permettre de regarder parce que je suis un peu étonné. 114. C'est dans l'article. Hein. Ah, c'est dans l'article, ouais. Ah oui, là, dans l'article, on a PM qui vaut 16 000. En effet, ouais. Alors, tu as une explication? Ça, c'est lié à quoi dans le modèle je pense que c'est des sons qui ont été créés avant que je vienne. Parce qu'ils sont issus de l'étude. C'est pas de ta faute, c'est ça? Non. Enfin, comment dire? Non, c'est pas que c'est pas de ma faute. C'est qu'il fallait que quelqu'un fasse l'étude que j'ai faite avec l'exploration des... Et bon, c'est moi qui l'ai faite. Avant, elle n'existait pas. Donc, pour faire des sons en équilibrage harmonique, on essayait des paramètres. Et c'est pas facile du tout. Hein. Quand on essaye, faut s'accrocher quand même. Et je pense qu'ils sont arrivés. Et c'est vrai que c'est plus facile quand PB est très élevé, en fait. En PB, tu vas avoir de plus en plus de facilité à produire un son. Donc, à mon avis, 16 000, ça a été une bonne valeur pour pouvoir créer des sons, tout simplement. Donc, plus une contrainte liée à la production de son. Okay. La limite est en 12 000. Ouais. Mais j'étais en train de repenser au graphe des masques et j'avais l'impression que plus on augmente la pression et que moins ça ne me semblait pas si facile que ça. J'arrivais pas à faire le lien. Alors là, évidemment, je peux relancer le petit film, mais je ne sais pas si on va le voir tout de suite. Ah oui, d'accord, tu as une zone. Tu vois, PB faible, là, PB faible, c'est du vide. PB élevé, tous les régions Je faibles. sais pas pourquoi j'ai... Ouais, là, on le revoit là, de l'autre côté, ça se voit encore mieux, je pense. Pour PB élevé, tous les régimes, ils vont sonner. Ouais. Donc, c'est une facilité pour simuler, je pense. Moi, j'ai une petite déception dans ton manuscrit, c'est que tu commentes très peu ton résultat. Peut-être deux résultats, on va dire, sur les perces, puisque c'était l'objectif, on utilise des perces, et puis à la fin, on a très peu de résultats. Déjà, pour trouver le graphique de la perce optimisée, il faut attendre peut-être 50 pages après. Et ça y est, on l'a, alors qu'on ne l'a pas, ou c'est juste des chiffres dans un tableau, ce qui n'est pas forcément facile à se représenter. Et donc, on a assez peu de commentaires. J'ai l'impression que avec deux dimensions, avec deux rayons, j'ai l'impression que la perce est plus étroite, c'est ça? Plus étroite que, oui, la perce. Que la perce de référence, on va dire de la Yamaha. Hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, c'était une question, j'avais la comment vous avez mesuré la perce? Que ça, c'est... Ball and calipers. Ça, je ne me suis pas assez intéressé, je ne pourrais pas te répondre précisément, je préfère pas répondre. C'est une méthode de métrologie qui se base sur des billes. Quoi. Des billes? Non, je pense. Je sais pas. Je pourrais te donner plus de détails plus tard. Ok. Si ça t'intéresse. Les billes, le diabète de la bille. Ça a été fait bien avant. Ok, non, mais c'est une information. Mais c'est précis. Et donc, du coup, c'est plus étroit. Et moi, comme ça, intuitivement, en tant qu'instrumentiste, trompettiste, je me dirais, mais ça va être plus difficile à jouer, en fait, pour l'instrument.
Ah, d'accord. Attention, ça c'est les millimètres. Ça reste quand même très fin comme Ouais, modification. Après, est-ce que ça va être. Ouais, il faudrait le fabriquer pour savoir. Ouais, je me suis posé la question justement si. Enfin voilà, alors je sais pas d'ailleurs quels critères on peut mettre sur la difficulté de jeu ou pas. Et alors, enfin, encore ça, bon, pourquoi pas, mais alors celle à 5 dimensions, c'est quand même étrange le résultat. Et en fait, à part de dire que c'est pas attendu, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Est-ce que tu as regardé ça un peu de près? Est-ce que tu as regardé s'il existait d'autres instruments de musique qui avaient enfin, voilà. Non, j'avoue que non. Donné que ça se resserre au niveau de la branche d'embouchure. Après, ouais. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait voir avec notamment les lignes de transmission, ce que ça implique quand tu fais un cône convergent puis un cône divergent. Moi, mathématiquement, c'est ça que j'essaierai de faire et voir quelle influence ça a sur la justesse. Mais je pourrais pas en dire plus. On n'y a pas réfléchi plus que ça. Ouais, et puis moi, ça m'a fait beaucoup penser, c'est ce que j'ai mis dans mon rapport, en gros, au tuyau d'échappement. C'est-à-dire que bah, ça fait aussi des coupures fréquentielles. D'accord. Ça fait des sélections fréquentielles. Enfin, voilà, je pense qu'il aurait été intéressant de le simuler, d'étudier cette configuration-là en particulier, puisque c'est celle obtenue, qu'est-ce qu'elle a de particulier. D'avoir un tout petit peu plus de détails sur. Parce que, en fait, ça fait. Bah, j'ai un résultat mathématique, je suis content. Voilà. Je suis patient aux choses. Et on est sur des instruments de musique, on est sur. Alors, tu fais des simulations pour étudier l'influence perceptive ou pas, mais peut-être voilà, regarder un peu plus les choses. J'ai cru comprendre qu'il existait des flûtes, où il y avait des variations de section comme ça assez importantes. D'accord, ok. Donc ça existe sur certains types d'instruments. Donc voilà, c'est intéressant que Alors, sur les tests en particulier maintenant, Oui. je me suis posé la question, pourquoi avoir fait une phase d'apprentissage ou d'entraînement, on va dire d'entraînement, et est-ce que c'était pas une phase d'apprentissage? Voilà, et est-ce que ça n'a pas biaisé finalement certains résultats? Alors déjà, il n'y a que 4 paires qui ont été écoutées. Donc j'ai dit parler de 84 paires tout à l'heure, mais vous savez qu'en fait c'était 228 paires au total. Donc 4 paires, c'est qu'au début, c'est très rapide. Deuxième chose, c'est caricatural. Donc en fait, on fait écouter au début 2 sons qui sont vraiment différents. En fait, j'ai pris une simulation, et puis il y en a une où j'ai juste changé la fréquence de jeu et je l'ai resynthétisé, avec une différence de 15 cents peut-être. Donc ça s'entend. Voilà, donc la personne, ah oui, d'accord, ça s'entend. Après, je fais 2 sons pareils, ça s'entend pas. Après, je fais des timbres différents, mais fortement différents, mais avec la même fréquence de jeu. Et le dernier, c'est des intensités, des volumes différents. Voilà. Mais tu ne penses pas que ça a entraîné un biais quelconque? Alors, quand on voit sur certains au début du test. Ouais. Je pense qu'au début du test, et ça, c'est quelque chose c'est une critique que j'ai pour tous les tests perceptifs de la planète. À mon avis, faut s'en séparer un peu parce qu'il y a une période d'apprentissage qui est obligatoire. Au début, on ne sait pas à quoi on s'attend. On commence à écouter des sons. Ok, alors oui, ça c'est différent. Ah, mais j'ai dit différent, peut-être que j'aurais dit identique parce que finalement, c'est. Et puis au bout d'un moment, on commence à être rodé. Puis on le fait. Quadruplé, ouais. Et mis au hasard. Dans n'importe quel cas. Ça sert de critère. Moi, je serais plutôt partisan de faire un faux test au début, avoir une quinzaine de paires que je ne vais pas considérer. Voilà. Le problème des tests perceptifs, c'est toujours pareil. C'est plein d'idées, alors on fait écouter plein de paires au coup. Alors si je rajoute 40 paires à 228 paires, ça va durer trop longtemps. Ça dure trop longtemps. Perte de concentration, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Pourquoi, entre les deux expériences, on a des seuils de différence qui est différent? En gros, sur le premier test, si on prend 7 à 17 de différence, et sur le deuxième, on va descendre à 5 ou quelque chose comme ça. Pour les musiciens? Pour les musiciens, oui, peut-être. Il me semble.
Il me semble que En gros, entre les deux tests, il y a quand même des différences Ouais. assez significatives de seuil en scène. Est-ce que tu as une explication à ça? alors bon, déjà, c'est pas les mêmes conditions pour passer les deux tests. Le premier test, c'était dans une salle de cours, juste avant le départ d'un TP. C'est pas les conditions les plus optimales du monde, on va dire, pour passer un test. Donc il y a de ça, à mon avis, que ce soit plus élevé, ça ne m'étonne pas, du coup. Et deuxième chose, parce que le second test, lui, par contre, il a été passé prise de rendez-vous avec la personne. Donc la personne est d'accord pour venir, elle a déjà dit oui, elle vient au rendez-vous et on la met en condition tranquillement avec une personne dédiée qui lui explique, pas une personne qui explique à 15 autres personnes. Et elle passe le test tranquillement. Voilà. Intéressant de... Donc je pense que ce genre de détail, ça a une influence. Oui, bah, c'est la perceptive. condition dans laquelle on passe le test. Ouais, c'est voilà, les conditions écologiques dont tu parlais tout à l'heure, et je suis complètement d'accord. Ça biaise les tests, en fait, pour le bien ou pour le mal. Enfin, Ouais, je ne sais pas si c'est biaisé, mais ça te donne un résultat qui est lié à la manière dont tu fais. Ouais. Oui, je parlais vraiment d'un biais mathématique comme ça. Alors, ouais, sur les tests, on remarque aussi que finalement, les gens différencient assez bien les fréquences de jeu, Ouais. mais très peu la notion de timbre. Ouais, ouais. C'est ça, hein. C'est ça, en fait, ou alors les variations font des subtilités qui sont très faibles. Donc, c'est ça qui. Alors, en tant qu'instrumentiste, j'ai l'impression que la variation du timbre de l'instrument est quand même extrêmement liée au musicien, quand même. Plus qu'à la casse. Est-ce que tu souscris à ça avec les résultats que tu as pu obtenir, notamment sur la partie. Alors, moi j'ai appris le saxophone durant cette thèse. Donc je n'arrive pas encore à faire ça en tout cas. Je ne peux pas infirmer ou confirmer ce que tu viens de me dire en tant qu'être humain. Mais en tant que, on va dire, simulateur. En tant que simulateur, ouais. Tu as simulé des différences. Est-ce que si tu fais plus varier les paramètres musiciens que les perses, en gros, est-ce que tu as obtenu des choses qui grands plus significatives en changeant les paramètres musiciens que oui, parce que là encore, oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand je fais varier les paramètres musiciens, je peux les faire varier du tout au tout. Quand je fais varier la perce, je la fais varier d'un dixième de millimètre en fait. Donc c'est un peu voilà, comme si je faisais bouger un tout petit peu quelque chose, peut-être je vois pas que je le fais bouger, alors que je vais peut-être bouger la chaise de 5 mètres, là je vais voir qu'elle a bougé. C'est un peu ça l'idée. C'est que le masque, on le fait beaucoup bouger, donc oui, il va avoir une influence énorme sur le son. Alors que la perce, on s'intéresse nous à des différences fines. On a du mal à avoir des différences de temps. Donc, du coup, sur ce test perceptif, un test complémentaire aurait été on laisse une perce fixe, par contre, on fait varier les paramètres musiciens et on regarde si on est plus de différence ou qu'il y a une différenciation plus importante du timbre des sujets, en fait, s'ils arrivent à percevoir une différenciation plus importante. C'est un test qui est difficile à définir, ceci dit, puisque tu as 6 paramètres musiciens. Bon, j'en ai pris 3 à varier. Ouais, comment tu les fais varier on peut utiliser beaucoup de réflexion. Le graphique que tu as obtenu en faisant des extraits, on va dire. Ah oui, dans le nuage, je prends des points. Ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et une des perspectives que tu évoques, c'est les tests de préférence. Attributs. Les tests de préférence. Alors, j'en ai pas fait durant un test, donc je suis quand même vachement novice sur ça. J'imaginerais que le test se déroule, ou plutôt vraiment un aspect. La notion de préférence, c'est pour préférence. Pourquoi voilà. Ouais. C'est sur quels attributs tu orienteras les sujets ou pas. Donc ça peut être pour. Waouh, là c'est une question. Il faudrait une semaine, je pense, pour avoir une réponse convenable. Ouais, non, parce qu'il y a tellement de questions qui sont posées par la préférence. Parce que si je demande à quelqu'un, vous trouvez ça plus brillant ou moins brillant, ça ne veut pas parler de la préférence, en fait, c'est juste la caractéristique brillante. Si vraiment je veux parler de préférence, si je lui pose la question bêtement, est-ce que tu préfères ça à ça? Sur quel axe elle va répondre? J'en ai aucune idée. Il faudrait peut-être une étude qui essaie d'analyser en quoi on préfère un son à un autre. Je sais pas, ça reste très libre, hein. Je pense qu'il faut y réfléchir un peu au moins. Sur le concept d'instrumentiste moyen. Moyen. Je ne le sentais pas très bien. Tu veux dire un instrumentiste pour optimiser?
Ouais, en fait, il y a un moment donné où tu prends un ensemble de paramètres et tu dis ça, c'est un instrumentiste moyen. Il est représentatif d'une population. Ah oui, l'hypothèse à un moment qu'on fait là, Voilà, en c'est fait. ça. Bon, bon. Rigolo dans l'optimisation, là, je pensais ça après coup. C'était par exemple, alors, il la mettre en place, mais utiliser le son d'un instrumentiste très connu Mhm. et d'essayer d'estimer les paramètres que lui utilise pour avoir ce son-là, ou voilà, ça pourrait être. Bah, c'est une perspective de ma thèse et c'est un peu relié au travail de Lionel Velu qui a fait une trompette instrumentée, essayer de retrouver ces paramètres-là. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur, je pense dans 5-6 ans, on va entendre parler de gens qui font ça. Ouais. Ok, bon, j'ai fini, puis je te félicite encore pour ce travail très dense et intéressant. Merci. Bon, je passe directement la parole à Joël Bossuin. Question à discussion. Bonjour, merci pour cette présentation que j'ai trouvé aussi, je m'associe à les louanges que mes collègues t'ont adressées sur le travail de cette thèse et en particulier sur la présentation que j'ai trouvée très claire. Il y a effectivement des questions qui ont été, que je me posais et qui ont été éclairées dans cette présentation. Voilà. Moi, je voudrais te féliciter parce que finalement, tu avais une question, comme l'a dit Christophe, qui était vraiment intéressante, d'associer le musicien à des utilisations modernes. Ça, c'est vraiment la force de ta. Et pour ça, tu as validé tout un large spectre de connaissances scientifiques, et je trouve ça assez impressionnant. D'aller de la propagation du mouvement linéaire, de tous les modèles physiques, de toutes les méthodes d'optimisation. Ça fait aussi un ouvrage de référence pour des gens comme moi qui ne sont pas spécialistes d'optimisation. J'ai appris des choses. Et ça, c'est assez remarquable. Et en même temps, voilà, comme les choses étaient assez larges, qu'il fallait avoir des connaissances assez pointues. Maintenant, oui, c'est ça, pointu dans tous les domaines. Je dois dire que, avec les questions que tu as eues ici, tu réponds que je ne peux pas tout faire. En particulier, j'ai obtenu une perce, elle est ce qu'elle est. Bon, peut-être aux acousticiens, ceux qui s'intéressent vraiment à la trompette, d'utiliser cet outil pour analyser ces résultats. Donc, moi, je dois te féliciter vraiment pour tout ça. Je continue avec. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'optimisation, mais donc j'aurais trois remarques ou questions. Même ma première, ce sera plutôt un espèce d'éclairage parce qu'il y a des choses que j'ai pas. Je vais un peu de mal à comprendre. Notamment à partir. Ce serait bien si on peut avoir la page où tu fais un espèce de. Le manuscrit? Oui. Ou la soutenance? Le manuscrit. Le manuscrit, ouais. On va y arriver. Il y a quelque chose qui est assez pédagogique sur la méthode d'optimisation, les différentes étapes. Les caractères. Il faut lire la page aussi. Non, c'est là qu'il y avait des nuages de points. Ah, celle-là? Qui explique les 5 étapes de l'optimisation. Ah, du pré-traitement? Schématiquement, avec les points blancs. Ouais, celle-là, là. Voilà. Ok. Voilà. Alors, donc ça, c'était assez clair pour moi. Et après, dans ton manuscrit, tu expliques ces 5 étapes, et à un moment donné, tu as ce petit modèle là, ouais. Et tu renvoies à l'article, et à ce moment-là, je trouve un peu abstrait pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. C'est un peu naïf comme question. C'est bon. Moi, j'ai l'impression que tu fais une à X constant. Là, c'est juste pour comprendre. Ouais. Et ensuite, en fonction, voilà, pour essayer d'estimer quels vont être les masques musiciens qui vont pouvoir générer un son d'une auto-oscillation. Ouais, mais ce que vous venez de dire, ça n'a rien à voir avec P-mode? Si? Ou pas? Ben, comment on fait pour passer de l'étape 4 à l'étape 5? Ah non, elles sont séparées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là, on fait ça,
et en parallèle, on fait ça. Mais ça n'est pas relié à ça. Juste pour c'est vraiment. Oui, il faudra peut-être que je l'explique un peu mieux. Il me semble que pour obtenir des simulations et tenir compte du musicien, tu veux obtenir des sons initiaux pour que ça converge Tout à fait, ouais. vers les oscillations. Tout à fait. Donc, tu poses la question à un ensemble lambda de X, pour Ouais. donner quels sont les gestes musiciens qui nous sont permis pour obtenir une autre oscillation. C'est la question qu'on se pose pour passer d'une étape à l'autre. Ou alors, Ça, c'est fait pour donner un son initial. C'est-à-dire qu'en effet, quand on se fixe une perce et qu'on a aussi un masque, eh bien, ce modèle, il va permettre de trouver quel serait le son modélisé, en tout cas. Ça donne le son modélisé. On le donne en initialisation d'équilibrage harmonique, qui va essayer de converger grâce à ce son-là qu'on a proposé. limite, c'est ça. Ne pas synthétiser, parce qu'à chaque une perce donnée, Ouais, dans le processus de ouais. il y a bien un moment donné où il va falloir que tu fixes les limites de ton paramètre de jeu. Ah oui, alors ça, c'est fait par cette étape, en fait. C'est-à-dire que ici, donc, en fait, c'est comme s'il en considérait une verticale, ce que tu me dis, une perce donnée. Eh bien, grâce à cette méthode un peu pas très orthodoxe de l'isocontour du mélange gaussien, eh bien, supposons que là, je me mets, eh bien, grâce à ce mélange gaussien, je pense savoir que mes limites pour mon paramètre de masque, j'en ai un seul, la maximum c'est ici, et minimum c'est ici, et après je vais faire un tirage uniforme ici. Là, tu fais une distribution Ouais, voilà. qui permet de parcourir tout l'espace. Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, tu as tes sons initiaux. Ouais. Et Psymode arrive tu vas calculer sur l'ensemble des sons qui ont été faits. C'est ça, ouais. Sur l'ensemble de sons, mais alors toute perce confondue, tout masque confondu, je vais obtenir un modèle de Psymode. D'accord. Donc maintenant, une fois que tu as un liste donné, tu vas aller piocher pour savoir, pour connaître la valeur de l'interpolation. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je vais questionner le modèle. Donc on comprend que tu vas utiliser toute cette phase d'apprentissage pour calculer cette surface. Enfin, c'est l'optimisation que tu pourrais faire par la suite. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, à cette étape-là, je peuple, ouais, c'est un bon mot, je peuple tout l'espace initial, donc perce, croix, masque, et je vais calculer les sons. Tous les points noirs, on peut dire qu'ils ont produit un son. Et tous ces sons-là, je vais les modéliser, et ça va me donner ce psymode. Je comprends un peu mieux. Est-ce que, juste des petits détails comme ça, on comprend mal ce que veut dire le graphique page 95 où on a sur Celui-là. Et les WTD. Alors ça, non, ouais, désolé, c'est une erreur d'écriture, ça devrait être ETD. Et en plus, je crois qu'il est dans l'article, cette erreur, et je m'en excuse. D'accord. Voilà, donc c'est des ETD, donc c'est les trois membres de la fonction J. Voilà. Donc on fait les choses. Ok. Parce qu'après, bon, il y a dans la rédaction, il y a souvent des choses qu'on comprend après. Ouais, ultérieurement. Il y a une rédaction un peu anticausale. Un peu perturbée sur pour la reliure. En plus, moi, j'aime pas ça. Voilà. Bon, ça, c'était pour que je comprenne un peu mieux les choses. D'accord. J'avais quelque chose maintenant qui est une remarque et quelque chose que tu dis à la fin et un peu au début aussi, tu dis que justement en page 34, que tu vas t'intéresser à l'équilibrage, donc la méthode de l'équilibrage harmonique, et que tu vas laisser de côté les méthodes temporelles et du coup vont passer à la trappe les transitoires. Je crois que c'est assez honnête de ta part aussi d'avoir fait écouter les sons, parce que des sons de synthèse de trompette en méthode temporelle et en méthode d'équilibrage harmonique, c'est assez différent. Ah ouais, pas mal. Oui. Donc c'est bien. Alors je pense que pour des tests perceptifs, pour des tests et pour des optimisations perses sur les transitoires, sur la capacité d'obtenir une auto-oscillation rapidement ou pas, je pense que c'est des choses qui sont. Ouais, qui va faire étudier. Donc, par contre, ce qui est vraiment intéressant dans ton travail, c'est que tu as une méthode générique. C'est-à-dire que tu ne peux pas
Et c'est ça vraiment la chose qui est. Bon, elle peut changer à un moment donné le modèle physique et ta méthode va continuer à fonctionner avec des gestes de musicien. C'est ça. Je voulais dire avant aussi, c'est générique et puis aussi, je pense qu'il y a, tu le dis à la fin, une partie qui peut être parallélisable. C'est un gros atout au moment où on parle des gros ordinateurs qui veulent paralléliser. Tout à fait. On va pouvoir d'ailleurs, tu peux nous dire un mot sur comment tu vois les choses, quelle partie de l'ensemble des algorithmes, qu'est-ce qui peut être paralysé et qu'est-ce qui doit rester séquentiel. En fait, c'est extrêmement simplement parallélisable parce que j'ai besoin, comme je l'ai écrit à un certain moment de la soutenance, pour le cas d'étude, j'ai besoin de 400 simulations. Rien à voir l'une avec l'autre. Donc si j'ai 400 cœurs, paf, je fais 400 simulations, en 15 secondes c'est plié, et hop là, j'ai la valeur de la fonction objectif et j'enchaîne. Donc concrètement, si j'arrivais à avoir un supercalculateur, c'est un calcul qui peut se faire en 100 minutes. Voilà. D'accord, donc avec 400 simulations de son, ouais. tu fais J de X. Ouais, c'est ça. Mais pour tous les masques, alors que masque pour toutes les pertes. Toutes les pertes, oui, mais J, comme tu l'as dit, dépend aussi de phi. Oui, c'est ça, de l'ensemble de masques, ouais. Donc dans les 400 sons, il y a tout l'espace X et on espère une bonne estimation des caractéristiques moyennes. C'est pour ça que dans les perspectives, j'ai dit que je faisais un travail sur l'incertitude, parce que ces 100 musiciens, c'est en effet un point crucial. Il faut qu'on le choisisse bien. Si on prend 50, c'est pas assez, on va être trop lâche sur cette estimation de moyenne, et par conséquent, on ne va pas réussir à converger. On va avoir une fonction J qui va être complètement bruitée. Donc en effet, moi, je me suis rendu compte que là, dans mon cas de figure, 100, c'était bien. Et là, j'ai développé une méthode qui le fait automatiquement. C'est-à-dire qu'elle trouve le bon nombre de musiciens pour minimiser, Et ensuite, tu lancerais la processus, tu vas stocker cette fonction objectif. Ensuite, tu peux lancer le processus d'optimisation. Ouais, c'est ça. En fait, j'optimiserai la boîte noire, donc simulation par équilibre harmonique. Je le parallélise sur autant de cœurs que je peux avoir. Et là, oui, c'est accélération d'un processus. Donc, pour éviter à chaque fois qu'on a une nouvelle paire, c'est les nouveaux masques qu'on relance un calcul. Ouais. Et d'ailleurs, tu as parlé de 20 minutes dans ta présentation. Qu'est-ce que je fais là? Alors, c'était 20 minutes pourquoi? Pour lancer. Pour avoir 400 simulations qui convergent. Bon, ouais. Oui. Voilà. Alors, un petit détail aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de simulations qui ne marchent pas. Voilà. On ne peut pas toujours réussir. Donc, en réalité, je tente 500 simulations, 550, un truc comme ça, pour obtenir 400. Tu veux dire, tu n'obtiens pas l'auto-oscillation? Moi, c'est ça. Il y a du déchet. Je suis très contraignant. Je ne peux pas me permettre de... C'est le problème des simulations, en fait. Pour les gens qui font des simulations, ils savent bien ça. Quand on essaie de persévérer, on perd beaucoup plus de temps que si on abandonne et on recommence. Donc, c'est beaucoup mieux d'essayer très rapidement d'obtenir un son. Si on n'a pas, qu'on passe à un autre masque, limite à côté avec un autre, et réessayer, que se dire, non, ce masque, il devrait fonctionner, je vais le faire fonctionner, et donc je vais passer mon temps à essayer de le faire fonctionner. Et là, le problème, c'est que les temps de calcul, ils s'allongent énormément. Quelle est la part de l'évaluation de Z et de la balance harmonique? Évaluation de Z, minutes. Équilibre harmonique, 18 minutes. Pour les 400 sons. Pour les 400 sons, oui. Parce qu'en fait, la perce, elle ne change pas pour les 400 sons. Et une fois qu'on l'a évalué, là, par contre, il va falloir faire 400 simulations. Tu fais pas. Si, mais pour une évaluation de J de X, j'ai besoin de 400 simulations. Ah, c'est ça. C'est ça. Avec ça, tu n'as pas encore tout parcouru. Ah non, là, j'ai fait qu'une étape. Ça dure 20 minutes. Pour avoir un J de X, 20 minutes pour une perce. D'accord. Et donc après, tu dois multiplier par le nombre de points que tu dois Exactement. balayer C'est ça. l'espace. C'est ça. 20 heures vers la fin. Bon, pour revenir au
méthode spectrale, méthode temporelle. Ça pourrait s'adapter, toutes ces méthodes, pour faire la facture instrumentale en tenant compte du musicien. Comment tu verrais les choses avec des méthodes temporelles? Des méthodes temporelles, ben vraiment, moi j'ai un bloc dans mon programme, j'ai plus qu'à le changer et ça marche tout de suite, hein. Donc si vous me donnez le Z, paramètre musicien, parce que le modèle physique on va le garder quand même, on va juste changer la simulation, eh bien il n'y a plus qu'à me donner une fonction qui le fait. D'ailleurs j'en ai créé une là, et à la fin ben, j'ai un son en temporel. Et après j'ai plus qu'à... Je te dis que ça dépend de conditions initiales, donc on peut les prendre mieux, et à un moment donné, les paramètres du jeu, il va falloir les faire avancer. Ah oui, oui. Mieux pour aller jusqu'à... Ah mais ça après c'est un problème lié aussi, c'est un problème aussi interne à l'optimisation temporelle. C'est quelle est la fonction J sur laquelle on veut travailler. Si on veut travailler sur les temps d'attaque, alors bah, du coup oui, on va pas s'intéresser forcément à la variation de PB. Si on s'intéresse à un son crescendo, bah oui, il va falloir faire travailler PB le long cours du temps. Mais ça c'est lié à la définition même du problème d'optimisation. Ouais. Rester avec un objectif de justesse. Par contre, les paramètres physiques de geste musicien vont évoluer dynamiquement. On peut y avoir des choix. Oui, c'est ça, les choix. Est-ce que je fais une rampe pour la... Ah oui, ce genre de choix, c'est de copier le geste musicien en fait. D'accord. Oui, ah oui, oui. Des échelons, mais en effet, c'est pas logique. Le musicien ne fait pas un échelon lui-même. Pour PB. Par exemple, il n'est pas évident de faire ça. Mais d'ailleurs, ce genre de réflexion, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a pris l'équilibrage harmonique, c'est que si on commence à vouloir prendre vraiment les informations temporelles et traiter le problème correctement, c'est beaucoup de méthodologies, beaucoup de réflexions en amont et qu'on est en train d'aborder à l'heure actuelle d'ailleurs. Comment faire pour choisir un tel paramètre? C'est bien d'avoir eu ce travail en étape où tu t'es concentré sur la méthodologie, sur comment on peut faire à partir du modèle physique, en blanc. Et maintenant, on voit bien que pour les études perceptibles, la partie temporelle, ouais, ça vraiment apporterait beaucoup. Mais bon, tu en parles même à la fin dans ta conclusion. Il y avait juste, si on reste sur la page 34, parce que tu m'as enlevé les mots de la bouche. Revenu sur le. Oui, bon, on vient d'en parler. Donc, Christophe avait parlé de justement la phrase où tu dis qu'on travaille directement avec des solutions du modèle acoustique sans avoir de problème numérique. Donc, pour rappeler qu'on fait une projection sur un truc d'espace à la dimension finie. Et puis, il y avait ces méthodes de comment définir des paramètres qui sont des paramètres qui dépendent du temps. Ok. Et donc, j'en reviens quand même peut-être pour peut-être insister quand même, c'est vrai que les courbes que tu obtiens de ces optimisations diverses, c'est vrai qu'on a un peu du mal à... On a en page 92 celle qui concerne le résultat avec deux paramètres. Et on a un peu du mal à trouver la même chose pour 5 paramètres. 2 secondes, que je vois bien de quoi on parle. C'était celle de tout à l'heure. C'est page 92. 92, ouais. C'est ça. Et donc, on a quand même. Alors, j'ai retrouvé une page 134. Oui, parce que. Oui. La raison, c'est que. Mais on a quand même un résultat qui est un petit peu. Et en disant que c'est un peu contre-intuitif, c'est qu'on a. Donc, si on peut mettre à 134, parce qu'on va le voir. Ouais. Je suis trop loin. On a un resserrement donc une inversion de la courbure. Et là, donc, on peut s'attendre quand même à ce que, je ne sais pas si les vrais acousticiens pensent, mais c'est un peu surprenant comme ça d'avoir une bosse, un creux. Donc c'est bien celle qui descend qui est celle qui va dominer. Alors, déjà, on devrait observer des choses en fréquence, peut-être qu'il y a une onde qui va revenir à
Ah oui, oui, par oui. un obstacle. Qu'on n'a pas parce qu'on fait 6. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça donne après s'il y a des effets non linéaires qui sont pris en compte Ouais, sur tout à la fait. propagation et sur les turbulences éventuelles tout ça, Mm, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris et je crois que. Ah, attention, attention. Là aussi, je me permets de couper, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'échelle est complètement faussée. Là. On observe des centimètres qu'on compare avec des dixièmes de centimètres. Donc en fait, quand on observe la vraie trompette, c'est super léger comme modification. À mon avis, je pense pas que ça a tant d'influence. Oui, mais du coup, on se dit. Parce que là, c'est impressionnant. Il faudrait le faire. Faut le donner pour. Ouais, tout à fait. Ça pose encore une fois la validité des modèles. Est-ce que finalement, on est capable, à partir des modèles, de prédire les choses qui sont censées et qui vont être. Et je pense qu'il faut effectivement, c'est une étude qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout et fabriquer ça et jouer ces instruments et se dire, bon, une vraie contre-intuitive perce qui nous permet de jouer plus juste ou pas. Oui, c'est vrai que ce serait. Mais cette question elle est quand même toujours un peu en suspens. Moi, c'est des dons privés. Les remarques que je voulais avoir. Peut-être un petit indicatif, nous on a fait à l'IRCAM des optimisations de perce. Des modèles par exemple finis de saxophone et qui donnent des erreurs et on avait les mesures de l'impédance d'entrée. Et on voulait recaler le modèle par exemple fini. Des erreurs, la méthode par élément fini donne des erreurs sur la courbe d'impédance, c'est ça? Sur la courbe d'impédance, et donc on pouvait corriger les paramètres physiques de la position, la hauteur des trous. C'était mesuré comment, les paramètres physiques du saxophone? On mesurait un saxophone, la perce, les rayons, les hauteurs de... Ah, mais avec une règle, enfin avec comme ça? Ah oui, donc c'est pas facile. Ah oui. Donc on avait ça d'une manière assez précise. D'accord. On simulait donc on faisait un maillage 3D. Ouais, je vois bien. Ouais. Et on faisait la simulation de l'impédance d'entrée. D'accord. Et on mesurait aussi le même instrument. D'accord. Et on essayait de comparer. Évidemment, ça donne des erreurs numériques. Ouais. Et on essayait de recaler, de faire un espèce d'instrument numérique qui ne serait pas celui qui est la réalité de l'impédance d'entrée. Ok. Et ça m'intéresse beaucoup parce que mon postdoc, il va faire ce genre de choses. Et alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des simulations en fait, de la réponse impulsionnelle. Ouais. On jouait l'instrument. Ouais, d'accord. Qu'on avait en temps réel, parce qu'on avait une méthode, le modèle physique en temps réel. Par contre, à chaque fois, il fallait relancer un calcul, en l'occurrence modal, sur l'ensemble du maillage. D'accord. Avec des paramètres géométriques qui avaient changé. D'accord, ouais. Et on s'en sortait, c'est-à-dire en réseau, et en faisant une méthode génétique où chaque machine, c'était un instrument qui se modifiait de manière. Ah oui. Et notre problème, c'était de rapatrier les résultats. Mais en quelques heures, quand même, on avait pas moins de presque 50 ou 50 paramètres. 70 paramètres. Je suis étonné que génétique c'est marché pour ça, mais ok. Des résultats. Ok. Et qui nous permettaient de changer les choses et d'obtenir quand même une impédance qui était un peu plus proche de celle qui était durée. D'accord. Et on avait aussi des monstres. D'accord. C'est-à-dire des instruments qui nous offrent la même impédance d'entrée, enfin très similaires, mais qui sont géométriques complètement. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant ça. C'est des questions que je me suis souvent posées. Mais on n'a pas. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette thèse, sauf que les tâches qui me collaient. Ah oui, c'est vrai? Voilà. Ah non, on peut faire porter réclamation, c'est juste là. Voilà. Et je te félicite pour ce. Merci. C'est une référence et puis quelque chose d'assez large. Merci. 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 Je pense que le microphone pourra rester à gauche. Vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'invitation également. Merci d'être venu. J'ai beaucoup apprécié la clarté de ton document, notamment avec tes schémas de synthèse.
qui, pour des non-spécialistes comme moi, d'optimisation ou même les méthodes sont très éclairants. Et j'ai aussi apprécié les nombreuses références que tu donnes et les détails, notamment dans le chapitre 2. D'accord. Donc ça permet vraiment de rentrer dans ton sujet de manière pas trop hard et facile à lire et facile à comprendre. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié l'effort que tu avais fait là-dessus. J'ai quelques questions un peu naïves, je pense, notamment sur les choix que tu fais pour tes paramètres. Alors, page 54, je me demandais comment tu avais fait pour. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre P1 égale PB sur 2? C'est une expertise que tu as vu toi sur des manifs? Ah oui, oui. Ah ouais, alors ça, c'est quelques heures. Ouais. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Quand on le dit, c'est toujours plus simple. J'ai pris des simulations qui fonctionnaient et j'ai regardé un peu ce que ça faisait si je prenais le son final et je lui enlevais des éléments et je le mettais en son initial. Et j'essayais de voir si je obtenais le son final. Et un paramètre qui est ressorti, qui était très important, c'était l'amplitude de P1. Et je me suis rendu compte que un des seuls trucs sur lequel je pouvais pas vraiment tricher, c'était l'amplitude de P1. Il fallait que ce soit, je me suis rendu compte que 1,5 de PB, c'était plutôt bien. Mais en effet, c'est une recette de cuisine plus que de la science. D'accord. Et la méthodologie. Daté sur des sons mesurés, par exemple? C'est une bonne question. Au final, il est proche de PB sur 2. Ah oui, mais attends, mais des sons réels, je peux pas mesurer. Enfin, moi, j'ai pas de trompette instrumentée. Donc, je peux pas. J'ai aucune connaissance. Ok. Et pareil, pour la valeur de ton seuil, j'imagine qu'elle dépend du nombre d'harmoniques. Le seuil, on parle de quoi? Alors, ton seuil de jouabilité qui te permet de rejeter ou pas un masque. Ah oui. Comment tu l'as fixé Ok, c'est très intéressant comme question parce que c'est le seul vraiment, je dirais, moi, paramètre arbitraire de la thèse. J'ai choisi de dire que je prenais que 10% des meilleurs sons. Parce que bon, c'était comme je l'ai choisi parce que ça marchait finalement. Et j'ai fait des mesures sur des vrais musiciens. Donc j'ai amené des musiciens ici, des trompettistes. Je leur ai fait jouer la même trompette, même embouchure, et j'ai mesuré les sons qu'ils produisaient. La règle, c'était de jouer le plus naturellement possible. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si loin de la vérité et que apparemment ce serait plutôt 4%. Il faudrait que je prenne 4% d'un meilleur son. 4%, 10%, en fait, ça fait pas tant de différence que ça sur la valeur du seuil. Que le travail n'est pas si mauvais. Et ça, tu as fait des mesures. Quelles mesures tu as fait avec ces musiciens-là, par exemple? Tu mesurais quelle grandeur? Bien, j'ai mesuré la fréquence de jeu. Ils jouaient en fait. Ils faisaient peut-être 5-6 répétitions de chaque régime. Et moi, pour chaque musicien, je calculais la fréquence de jeu moyenne. Et à la fin, je regardais dans un tableau exactement on va dire ça. À combien de cents elles étaient différentes en fait. Voilà. Cents de différence, moi je la comparais avec mes simulations et ça me permettait de savoir que si j'avais pris 4%, j'aurais eu la même variabilité en termes de cents pour des musiciens, pour des masques jugés musiciens. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, et alors j'ai une autre question aussi. Est-ce que ta fréquence de jeu F0, que tu calcules avec l'équilibrage harmonique, elle dépend ou pas? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Christophe Vergès et Joël Benson. Je pense que oui, en effet, puisque moi je me base sur un sous-ensemble, une solution simplifiée. Voilà. Et donc je travaille dans un espace qui n'est pas le bon, à savoir une troncature de série de Fourier ou de la série de Fourier entière. Après, combien ça joue oui, je pense que c'est obligé. Je n'ai pas posé les yeux sur des articles qui parlaient de ça, mais je suis curieux. D'accord, oui. Parce que moi, je pensais justement dans l'autre sens que si ça pouvait ne jouer pas trop, tu pouvais aussi économiser un peu de temps de calcul. Après tous les calculs de max et l'exploration de l'espace que tu fais dans la phase d'optimisation. Après, je pense que si on réduit le nombre d'amplitudes, on va peut-être finir par plus du tout converger avec l'équilibrage harmonique. Enfin, il faudra essayer en fait.
C'est un jeu auquel je ne me suis pas prêté parce qu'il y avait beaucoup de jeux auxquels j'avais à me prêter. Et celui-là, je n'avais pas décidé d'entreprendre la bataille. Ouais. D'accord. Et voilà, mais sinon, je vais m'arrêter là pour les questions. J'ai quelques remarques. Ça rebondit un peu sur ce qui a déjà été dit précédemment, mais page 150. Il faut que je relise mes notes. Oui, donc page 150, tu dis que donc on peut comparer des pertes optimisées uniquement sur l'impédance ou sur couplet. Et que si elles sont différentes, ces optimisations, elles peuvent avoir un intérêt pour l'aspect justesse, mais pas seulement. Pour les cuivres, ça va pas être l'aspect justesse, c'est peut-être pas le prioritaire, parce que les fréquences de jeu sont quand même pas si loin des fréquences de résonance, puis c'est ce que tu montres dans ton slide 31, on voit que effectivement les deux optimums ils sont assez proches. Mais à plein d'endroits dans ta thèse, tu dis que ton modèle il serait généralisable à d'autres types d'excitateurs. Et là, pour des instruments où les fréquences de jeu vont être plus loin des fréquences de résonance, ça pourrait être vraiment intéressant. La méthode, elle est vraiment très intéressante. Le fait qu'il y a eu un gros effort de développement, c'est que peut-être pour les cuivres, ok, la justesse, c'est pas d'un point de vue facture principal qu'on aimerait optimiser, mais pour d'autres instruments, juste avec l'impédance, alors des fois on peut ne pas arriver, peut-être que il y a d'autres instruments où l'impédance est carrément pas suffisante. En fait. Et là où ton slide 31, pour d'autres instruments, ce serait très différent. À mon avis, tu pensais à quel instrument en particulier? Voilà, ah oui, ok. Flûte, d'accord, ok. Plein d'autres familles d'excitateurs. D'accord, ok. Et toujours pareil, le fait d'avoir une méthode qui permet d'explorer tes espaces de masque, tes espaces de paramètres de contrôle en général, paramètres de contrôle de l'excitateur, ça pourrait être intéressant aussi justement pour d'autres types d'excitateurs. Effectivement, c'est sûr. Ouais. D'un point de vue aide à la facture, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, pareil, donc dans la partie psychoacoustique, effectivement, les différences perceptibles, elles sont faibles. En même temps, tu te mets dans un cas qui est super difficile, puisque la comparaison entre ta trompette optimale et la trompette de référence, qui sont de base très très faibles. Et tu pars d'un modèle du commerce. Donc, trompette de référence, c'est déjà un modèle du commerce qui résulte déjà d'un processus d'optimisation empirique. Ça reste un processus d'optimisation. Tout à fait. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent sur des branches d'embouchure, il y a une entreprise parisienne, par exemple, qui fait ça. Le créneau, c'est l'optimisation de branches. Et il s'adresse à des musiciens vraiment d'un niveau professionnel d'excellence. Donc, c'est une poignée de musiciens seulement qui va s'intéresser à optimiser ces. Donc, c'est des choses qui sont déjà super fines, quoi. Ça. Donc, je pense que c'est pas évident. Alors, à un moment, j'ai eu l'impression, dans une des conclusions, si jamais il n'y avait pas d'intérêt à optimiser ta trompette de référence, alors si on ne pouvait pas sentir de différence entre trompette de référence et trompette optimisée, c'est que la méthode ne serait pas intéressante. Mais c'est que ton cas, il est super dur. Il y a plein d'autres cas en facture instrumentale où on va partir d'un instrument de référence qui sera beaucoup plus loin. Tout à fait, Juste une simple avancée va nous pas intéresser les facteurs. C'est-à-dire que si l'étude perceptive elle conclut que l'instrument optimal n'est pas meilleur que l'instrument de référence, ça ne veut pas dire que la méthode est achetée. Ça veut sûrement dire aussi que le problème d'optimisation n'est pas pertinent, tout simplement. C'est ce que tu viens de dire. Oui, là, ils sont vraiment très proches. Voilà, il y a plein d'autres cas en facture où on n'a pas toutes les cotes, où on a envie de changer carrément un gros diamètre de section, ou de tout l'instrument, où on va pouvoir juste faire beaucoup mieux qu'on part de beaucoup plus loin.
Voilà, donc je te remercie encore pour ton travail, pour ta présentation. Puis évidemment, le fait que tu souhaites rendre ton travail accessible sous GitHub, c'est évidemment une bonne nouvelle pour la communauté des facteurs qui n'ont pas. Voilà, de rendre accessible ces Ouais, méthodes-là, ouais. c'est Je pense que c'est important. évidemment. Pour moi, parce que ça m'oblige à faire un manuel. Voilà. Très bien, merci. Bon, je vais garder la parole au micro un petit moment pour poser Ouais. quelques petites questions. Bon, d'abord pour les remarques, comme je l'ai dit, j'ai trouvé la présentation très claire et je tiens à te féliciter pour ça. Et puis ce qui a été dit aussi par les collègues, c'est complémentaire, très synthétique et ça complète très bien ce qu'il y avait dans le rapport. C'est aussi très intéressant d'avoir le résultat complémentaire par rapport au test comparé avec l'impédance. Alors, je vais avoir aussi quelques commentaires sur la partie optimisation, puisque je travaille par ailleurs ce questionnaire. Je trouve que l'exercice est très bien réussi de cibler une méthode possible au niveau de l'interactif et ne pas se disperser dans toutes les possibilités de méthode, parce qu'il y a toute une jungle sur ces questions-là. Donc, il y a vraiment un bon travail de ciblage de méthode. Il y a une interaction avec McGill, mais je pense que ça, c'est vraiment très pertinent de cibler la méthode et le modèle qui a été utilisé, ce qui fait que ça permet d'aller plus loin au niveau de l'optimisation. Je m'associe aussi à ce qui a été dit avant par rapport à l'exploitation du résultat de l'optimisation. Finalement, j'étais un peu frustré. C'est mon sentiment de dire, bon voilà, on a un résultat, maintenant, est-ce que ça remet en cause ou est-ce que ça correspond à une certaine méthodologie de conception de par l'analyse qu'on pourrait faire de la géométrie. C'était juste un petit point. Alors, j'ai trois questions, je vais être très bref parce au timing. Alors, la première, c'est par rapport à la méthode d'équilibrage harmonique. Oui, d'accord. En tant que non spécialiste, je dis il y a deux choses. Ça ne converge pas. C'est peut-être pas le mot exact. Est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas une solution harmonique choisie? Est-ce qu'on a une adaptation physique de ça? Est-ce qu'il doit y avoir une condition d'existence d'auto-oscillation? Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est la première question. Et la deuxième, c'est de dire on n'a pas d'auto-oscillation au niveau du résultat parce que numériquement, on a utilisé la méthode de Newton qui n'a pas convergé au bout de 20 itérations. Donc, est-ce que c'est une question physique ou c'est une question numérique? C'est une question numérique. Quand ça ne converge pas, c'est qu'on ne sait pas. C'est que la méthode de Newton-Raphson, peut-être, du coup, vu qu'elle essaie de converger le plus rapidement, ça ne marche pas. Tu veux quoi? Vas-y, continue. Et puis, c'est sûr que physiquement, si tu considères un cas de figure qui ne peut pas converger, ça ne convergera pas. On peut revoir le schéma plus loin. Parce qu'on a l'impression qu'on a une sorte d'hyperplan qui dit que tous les points de non-convergence se trouvent en haut à gauche à certains moments. On peut dire est-ce qu'il y a une sorte d'hyperplan, c'est par ce qui dit si je suis à gauche, au niveau physique, c'est peut-être pas un hyperplan, mais peut-être une surface qui va me dire qu'il n'y a pas de convergence. Tu parles de ça, c'est ça? Oui, alors là, vraiment, moi, j'ai des idées pour essayer de faire ce genre de choses. Et en effet, je pense qu'il y a une partie de recherche qui serait très intéressante où on essaierait de déterminer, justement, on sent des surfaces apparaître, en fait, tout simplement. Quoi. Et on pourrait couper et trouver des conditions d'existence. Et du coup, pousser un peu plus loin les méthodes numériques. Parce que physiquement, avant de lancer la simulation, est-ce qu'on pourrait se ramener de dire finalement, pour ce masque choisi ou situation de paramètres, c'est utile de lancer l'utilisation parce que non, ça ne marchera pas. Là, c'est Newton-Raphson qui nous a donné ça finalement aussi. Donc, est-ce que ça pourrait peut-être aller plus loin? Peut-être que. On a toujours ce doute, quoi. Pourquoi Newton-Raphson n'est pas Newton-Raphson, par exemple? C'est vraiment sur une méthode de la littérature. Je l'ai reprise telle quelle. Ouais, mais ça, on pourra en discuter aussi. La deuxième question que j'avais, c'est par rapport aux critères. Donc là, on a travaillé, discuté sur plusieurs variantes de critères. À un moment donné, dans le manuscrit, on parlait de critères sous contrainte. C'est page 104. Ah oui, l'exemple sous contrainte. L'exemple sous contrainte. Là, on est sur des méthodes avec des méthodes heuristiques. On sait très bien, il y a des gens qui travaillent sur l'optimisation multi-objectifs.
Oui. Plutôt que de travailler sous contrainte. Je pense que ça a été mentionné par un des rapporteurs, à dire oui, ne pas travailler sur Ouais, avec le fonds de Pareto. Moi, je me disais peut-être l'inverse. Pourquoi ne pas aller vers les multi-objectifs et voir comment se positionne le fonds de Pareto dans cet espace de paramètres. Parce qu'on peut voir la figure et en discuter. Alors, on veut voir 104. quelle figure. Ouais, on va la voir. La 104 modifiée. Alors, je pense l'avoir ajouté après la voir. Celle-là. Avant. Ah. Celle-là? Oui. C'est une optimisation. Ok, donc peut-être pour les gens. Mon but, ça a été d'optimiser le CGS en fonction, avec une sous-contrainte de justesse. La justesse, elle soit inférieure à 12 cents, ce qui donne environ cette zone-là. Donc mes pertes admissibles, elles sont dans cette zone-là. Et mon but, ça va être de maximiser le CGS. Donc j'essaie de trouver la valeur la plus rouge possible. Ça me donne le point diamant là. Donc c'est une optimisation qui a plutôt bien marché. Mais là, ce que j'ai envie de voir, là, on a tout pour tracer le fonds de Pareto. Dans l'espace de performance, on peut regarder aussi comment se positionne ce fonds de Pareto dans l'espace des paramètres. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je n'ai pas du tout pensé. Ah oui. Mais par contre, ce que je ne peux pas... Ah oui, ok. Ouais, c'est vrai, je peux tracer le fonds de Pareto. Ok. Ça coûte, c'est pas très cher en plus. Dernière question, j'avais trouvé pour les 3 questions. Donc la dernière par rapport au test psychoacoustique, donc plutôt page 142 du rapport sur la matrice de confusion, je pense. Ok. Et j'avais une interrogation, c'est peut-être Lily par rapport au... Voilà, pourquoi 18 ou 16 comparaisons alors que vous parliez de 80 réalisations, etc. Donc, quelque chose que j'ai loupé. Le 18. Tu les vois où ces chiffres? Enfin, tu les calcules comment? Je les 18 dans la comparaison des expériences, mais j'arrive pas à comprendre en fait. Parce que le nombre. Explication de la figure, merci. Ah, pardon, merci. 18 comparaisons de cette expérience. Oui, alors en fait, j'ai dit dans ma présentation qu'il y avait 6 tests en fait. Ils répondent à 6 épreuves. Couple, T-opt, T-ref, T-opt, T élémentaire et 3 régimes. Donc ça fait 6 tests. Et là, en fait, il y a aussi le test intra, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'annexe, c'est le test intra, et ça apporte 18 épreuves au total. Donc on peut tracer 18 matrices de confusion. Parce que statistiquement, c'est représentatif, parce qu'on peut aller En fait, chaque matrice de confusion statistique. Donc là, la question statistique, c'est, je ne sais pas moi, est-ce que pour le couple T-op, T-ref, le sujet entend une différence. Voilà. Et on trace la matrice de confusion et elle répondra à cette question. Et il y a 18 matrices de confusion à chaque fois, pour chaque sujet. Bon, je m'arrête là, je pense qu'il y a d'autres questions. Oui, je suis encore là pendant 2 semaines. Ok, donc je vais passer la parole à des encadrants qui ont suivi de près. Donc j'ai commencé par Journée Gilbert. Merci, Monsieur le Président. Robin, je vais commencer par tu ne seras pas surpris, mais par te féliciter chaleureusement pour ton travail de thèse et aussi pour ta soutenance en 45 minutes. Je ne vais pas empêcher de relire ce qui a déjà un peu été dit, mais c'est vrai que le défi était de taille et tu l'as atteint, donc ça, rien que ça, pour moi, c'est très fort. Alors après, il y a les limites du travail, on les a entendues dans les différentes interventions des collègues, mais j'aurais tendance à dire, c'est facile à dire après coup, mais les limites, on les connaissait dès le départ, et je pense qu'on les avait évoquées ensemble dès le départ, c'est-à-dire que le choix des cibles, on en a parlé plusieurs fois, mais à un moment donné, à ce niveau-là, il faut avoir des partis pris. On prend des cibles un peu raisonnables, parce que ça, c'est des travaux mais il y a encore beaucoup de travaux à faire, beaucoup de thèses, donc on ne peut pas tout traiter dans une thèse. Donc ces limites-là sont évidemment intéressantes à discuter, on a discuté plusieurs fois ensemble, mais intéressant, mais on savait dès le départ. Et la deuxième limite aussi de ton travail, mais qui est encore connexe au défi que je dirais initial, c'est évidemment la limite du modèle physique et des solutions qu'on ne connaît pas. Alors, la limite du modèle physique par le choix des paramètres, sont été cités plusieurs fois, mais il y a eu un travail de thèse récent où on s'était attaché aussi à
à discuter beaucoup de ces choix de paramètres dans d'autres contextes, avec plutôt de l'objectif. Donc ça, c'était aussi une limite qu'on connaissait dès le départ, la limite du modèle. Et là, par exemple, une limite évidente du modèle, c'est la non prise en compte, ça a été évoqué, la non prise en compte des phénomènes de propagation non linéaire et de spécifiques au cuivre, c'est spécifique au cuivre, c'est que parler, disserter sur les résultats spectraux, sur le timbre des cuivres, sans que dans le modèle il y a la propagation non linéaire, on sait dès le départ que de toute façon le modèle là, il est faillible, quoi. Donc la méthodologie fonctionne, donc ça c'est super. Après, les limites de modèle, elles existent, il faut qu'en parallèle, tout avance en parallèle, il faut que le modèle évolue, il faut que les connaissances des solutions autour du modèle évoluent, enfin, il y a tout ce travail qui, de toute façon, se fait et reste à faire. Même dans les nuances, ça c'est pour même dans les nuances mezzo-piano, mezzo-forte, pour les cuivres, les effets de propagation linéaire commencent déjà à être comment je cherche le mot, existent déjà. Donc, même si ce n'est pas cuivré, ces phénomènes-là sont déjà présents. Donc, faire une utilisation sous contrainte sur spectre, c'est intéressant sur le principe, mais ça marche. Mais sur le côté réaliste des résultats, l'intérêt qu'on peut en tirer aujourd'hui sur ce modèle-là, bon, c'est plus discutable. Ça, on savait déjà. Pour revenir à toi, donc, ce que je peux dire, c'est que tu es enthousiaste et curieux. Et ça, je redis toujours que la curiosité, c'est la qualité première du chercheur. Donc, ça, je tiens à le dire. Et puis tu es volontaire et tenace, ça aussi, c'est apparu au niveau des commentaires des rapporteurs en particulier. Il n'y a qu'un faucon, c'est-à-dire que quand il y a un problème, tu ne l'esquives pas, tu ne refuses pas l'obstacle, tu t'acharnes, tu cherches à trouver une solution. On peut discuter la solution, mais en tout cas, tu te une solution au problème. Un chercheur aussi, c'est une très grande qualité. En résumé, on pourrait dire que certains diraient que tu es un faiseux. Voilà. Quoi ? Un faiseux. Un faiseux. Et pour finir, un petit clin d'œil, pour finir mon intervention, un petit clin d'œil, je t'invite à avoir une réflexion sur la gestion du temps et la procrastination. Ouais. Bravo pour ça. Regarde le micro à droite. Moi, j'ai gardé le micro, donc. Alors, non, oui, comment dire, je ne vais pas être long, parce qu'il est temps qu'on s'arrête. Donc, remercier Robin pour ces 4 années, finalement, où on a travaillé ensemble sur ce sujet. Alors, une thèse, on le sait, c'est toujours une interaction entre un sujet, un candidat et des encadrants. Et au départ, on est bien malin qui peut dire où est-ce qu'on va aller. Il y a 4 ans, je ne pense pas qu'on sur ce type de résultats. Et donc, chemin faisant, finalement, avec tes capacités d'autonomie, tu as produit des résultats donc, extrêmement intéressants donc, sur l'intégration de ces simulations dans cette procédure d'optimisation. Alors, au départ, c'est vrai que ça de la machine à café, dans des discussions de machine à café, on avait un modèle physique de cuivre. Et on se disait, ça pourrait être intéressant de s'en servir en facture. Comment on pourrait faire pour utiliser ces simulations et s'en servir pour être prédictif en facture? Et donc, on est parti de ça, on s'est dit, tiens, on va essayer de regarder si on ne pourrait pas faire de l'optimisation avec ça. Bon, il s'avère que ce n'est pas si simple que ça. Il y a quand même un certain nombre d'obstacles avant d'y arriver, de faire fonctionner des simulations en auto-oscillation automatiquement dans une boucle d'optimisation. En fait, c'est carrément pas facile du tout. Alors, donc, d'autres candidats auraient sans doute traité le problème d'une façon complètement différente, soit avec des capacités de formation et ta grande autonomie sur ces 26 000 lignes de programme. Voilà, tu as produit une solution, une proposition qui est extrêmement intéressante. Alors maintenant, il y a qu'on va pouvoir faire, et qu'on aurait pu faire, en particulier sur la partie facture instrumentale, parce que c'est quand même intéressant de résoudre des problématiques dont on sait qu'on va avoir des débouchés, on va résoudre une problématique qui est liée à la fabrication et à la facture instrumentale, des choses à faire. Là, c'est sûr que c'est pas terminé. On va opérationnel, si tant est que ça soit possible, la démarche et voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour vraiment. Parce que c'est sûr que optimiser perceptivement sur des simulations, c'est bien, mais pour la facture instrumentale, pour l'instant, c'est pas suffisant. Il va falloir éventuellement construire les instruments et prouver qu'on obtient bien, lorsqu'on fait les instruments
dans le sens qu'on avait souhaité. C'est encore autre chose, mais ça sera pour la prochaine pièce. Donc, avec Jeanne, on fait une pièce tous les 10 ans. Donc, ça sera pour notre jubilé avant en 2025, on début dans ce même ensemble pour la troisième et dernière fois. On arrêtera là parce que ça suffit comme ça. Donc bon, voilà, donc, Robin, donc merci. Donc Robin, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, je l'ai dit, quelqu'un qui est très dynamique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Il va carrément dans des disciplines différentes, parce qu'il faut quand même dire que les disciplines qui sont mises en œuvre ici, hein, on est dans la résolution numérique, dans l'optimisation, des épreuves perceptives, donc il faut aller chercher les bons outils et les comprendre et les maîtriser. Donc Robin, pour ça, il n'a pas peur, il y va. Alors des fois, il a le défaut de qualité, c'est-à-dire qu'il est peut-être un petit peu impétueux. C'est vaut mieux ça que quelqu'un qui reste dans son coin et qui appelle dès qu'il n'arrive pas à allumer son ordinateur. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là. Je regarde si je n'ai pas oublié. Ah si, j'ai oublié un truc important. C'est de remercier les rapporteurs qui ont lu en détail ce manuscrit et qui se sont attachés à comprendre et à lire ces quelques 200, plus que ça, 250 pages. Merci à tous, et puis également qui avaient apporté, je pense, des éclairages qui étaient complémentaires selon chacun son expérience et sur ce sujet, donc des éclairages qui sont complémentaires et qui étaient extrêmement intéressants. Voilà, et bien, je m'arrête là, je pense que j'ai compris ce que je voulais dire. Merci Jean-François pour ces compléments et ces informations. Je me retourne au public s'il y a un docteur qui a une question, un commentaire. C'est dit, donc là, je ne vais pas se retirer pour délibérer. Okay.